La commémoration de l'armistice de 1918, le président Mitterrand à l'Arc de Triomphe ce matin, cet après-midi à Oyonnax. Le président Reagan en visite officielle à Tokyo, le Japon doit assumer ses responsabilités de puissance mondiale sur le plan économique comme sur le plan de la défense. L'Europe en panne à Athènes, le Conseil des ministres des 10 toujours à la recherche d'un compromis sur le financement du budget communautaire. Victoire au point la nuit dernière à Las Vegas, l'Américain Hagler conserve son titre de champion du monde de boxe des poids moyens malgré les assauts du Panaméen Duran. Madame, Monsieur, bonsoir. Anniversaire, déclaration, négociation, tension internationale. L'actualité, ce soir encore, suit le cours tumultueux des affaires du monde. Et pourtant, je vous propose d'abord de nous arrêter sur un visage. Le visage d'une enfant, un bébé de 14 mois, qui n'a plus que 3 ans à vivre et dont personne ne veut, de crainte de la toucher. Sa mère est morte, son père a disparu, la petite fille est frappée par le sida, cette maladie du sang jusqu'ici incurable qui frappe surtout les homosexuels. Cela se passe à Miami, aux États-Unis. Rarement sans doute un bébé n'a accumulé autant de malheurs, condamné pratiquement dès sa naissance à ne vivre pas plus de 3 ans, parce que atteint de cette terrible infection du sida, transmise par sa mère, morte, elle, de cette même maladie, il y a 3 semaines. D'un père dont on est sans nouvelles. Et actuellement hébergé dans un hôpital de Miami, qui lui cherche désespérément une maison d'accueil pour libérer un berceau dont le département de la santé vient de refuser de payer les 437 $ nécessaires à son entretien quotidien. Et le seul espoir de ce bébé de 14 mois se trouve au sein des laboratoires américains, avec parfois de bonnes nouvelles, le plus souvent un constat d'échec qui oblige là aussi, sans beaucoup de résultats, les médecins à tenter de rassurer. Je pense qu'il y a de simples précautions à prendre, comme pour un enfant qui aurait une hépatite. Se méfier des selles. On ne souhaite pas, comme mère adoptive, une femme enceinte, par exemple, ou quelqu'un atteint d'un cancer et sous traitement chimiothérapie. Mais sans ça, n'importe quelle mère peut avoir la garde d'un enfant atteint du sida. Ni plus, ni moins, ils sont une centaine de bébés atteints de cette maladie, victimes aussi de la panique qui a gagné toute l'Amérique depuis quelques mois. Nous avons contacté toute une série de services sociaux, mais la réponse générale a été négative. Et bien sûr, c'est dû à l'inconnu, à la peur de cette maladie. Il aura fallu une fantastique opération de la presse américaine pour qu'enfin quelques familles acceptent de recevoir ce bébé, celui-là. Si je n'avais pas déjà tant d'enfants, je l'aurais sûrement pris chez moi. Mais j'en ai déjà trop. If I didn't have so many children, I'd say, let me take home with me. I got too many. Un bébé de 14 mois, un parmi une centaine d'autres. Un regard où l'actualité se fige. Les vainqueurs de demain à ceux de 14-18, cette inscription sur la gerbe présidentielle déposée tout à l'heure au pied du monument aux morts d'Oyonnax dans l'Ain est celle dont 40 ans plus tôt, le 11 novembre 1943, en pleine occupation allemande, des résistants avaient osé honorer les disparus de 14-18. En choisissant de répéter ce geste aujourd'hui à l'occasion de l'anniversaire de l'armistice de la Grande Guerre, le président Mitterrand cet après-midi a voulu rendre hommage à l'esprit même de la résistance. Jean-Michel Mercurol. « 11 novembre 1943, en France occupée, et alors que le régime de Vichy mène campagne contre les résistants qualifiés de terroristes et de pillards, une troupe de 120 maquisards, en uniforme et armé, quadrille la ville d'Oyonnax et dépose une gerbe devant le monument aux morts. Sur la croix de Lorraine qu'ils portent, on pourra lire « Les vainqueurs de demain à ceux de 14-18 ». Sonnerie aux morts, marseillaise. Après cette cérémonie, au grand jour, dans un pays bâillonné, les maquisards de l'Ain s'en retournent dans la clandestinité. Ils sont aussitôt salués de Londres par De Gaulle et pourchassés en vain par la milice et la Gestapo.
Leur geste incitera le gouvernement de Churchill à livrer des armes à la résistance. 11 novembre 83, 40 ans après, les 90 survivants du réseau ont reconstitué devant le chef de l'État les gestes de cette action d'éclat. Et c'est pour leur rendre hommage, ainsi qu'à tous les résistants, ceux de 14-18 comme aux autres, que François Mitterrand a tenu à assister à la cérémonie d'aujourd'hui, la réplique de celle de 43. Sans doute les formes du combat demeuraient dissemblables, mais le choix et l'élan et le sacrifice consenti ont marqué en 1918 et en 1943 que les Français, quand il fallait, à l'heure du plus grand péril, étaient capables de se dresser, de refuser, de résister, de sauver l'identité de la patrie pour le présent, afin d'en assurer l'avenir. En fin d'après-midi, le président Mitterrand a fait une brève visite à Bourg-en-Bresse. Ce matin à Paris, les cérémonies étaient traditionnelles, messe solennelle à Notre-Dame, célébrée par l'archevêque de Paris en présence du Premier ministre. Et à l'Arc de Triomphe, le président Mitterrand a rendu hommage ce matin aux soldats inconnus. Patrick Lecoq. 11 novembre 1918, 11 novembre 1983, 65 ans ont donc passé. Ce matin à Paris, comme chaque année, le président de la République a présidé les cérémonies commémorant la victoire et la fin de la Grande Guerre. Monsieur François Mitterrand est arrivé un peu avant 11 heures en haut des Champs-Élysées. Après avoir passé en revue les troupes massées tout autour de la place Charles de Gaulle, le président de la République devait se présenter seul devant la dalle sacrée. Résonnait alors la sonnerie du cessez-le-feu. Et aujourd'hui, plus de 100 000 Français se souviennent encore avoir entendu cette sonnerie. C'était le 11 novembre 1918. Une sonnerie qui mettait fin à un conflit qui avait duré plus de 4 ans et fait plus de 5 millions de morts en Europe. Après avoir déposé une gerbe de roses rouges, le chef de l'État devait saluer les anciens combattants présents sous l'Arc de Triomphe avant de remettre à 10 anciens de la guerre 14-18 la croix de chevalier de la Légion d'honneur. Après cette cérémonie à l'Arc de Triomphe, M. Mitterrand descendait les Champs-Élysées pour se rendre au rond-point où il déposait une gerbe, là aussi de roses rouges, devant la statue de Georges Clemenceau, le vainqueur de la Grande Guerre. Au Liban, à Tripoli, au nord du pays, toujours les grondements de la guerre et ses décombres. Après les bombardements d'hier, le cessez-le-feu a été à peu près respecté aujourd'hui. Arafat doit quitter Tripoli, affirme de Damas l'un des chefs de l'opposition libanaise, qui est aussi député de la ville, et le conseil municipal de Tripoli devrait officiellement le signifier ce soir à Yasser Arafat. Je rentrerai à Tunis quand la situation pour mon peuple sera meilleure, a affirmé la nuit dernière Yasser Arafat. L'ambiance à Tripoli, sur place, Pierre Serra et Philippe Péter. Sur un fond de fumée noire, l'incendie des réserves et des puits de pétrole continue. Mais le trafic
a repris sur la route côtière qui relie les deux camps de réfugiés de Nahr el-Bared et de Badawi. Nahr el-Bared d'abord. Sous le soleil, la population, qui est passée sous le contrôle des dissidents, ne voit aujourd'hui, jusqu'à présent, qu'une seule différence. Ils peuvent reprendre leur vie quotidienne et vaquer à leurs occupations ordinaires, sous la surveillance, bien sûr, des combattants d'Abou Moussa. La portion de route qui sépare les deux camps est très fréquentée. Chacun, inquiet, va prendre de part et d'autre des nouvelles. Que va-t-il se passer? Dans le camp de Badawi, dont le ciel est obscurci par les nuages de fumée, c'est aussi la pause, mais les armes sont prêtes, les guetteurs en place, car tout le monde sait qu'en cas de cessez-le-feu, eh bien, il est mis à profit par les assaillants pour tenter d'avancer leur position. On mange, mais on sait que tout peut arriver. Le camp, lui, paraît désert. Quelques retardataires, cependant, profitent de la calmie pour s'en aller, pour fuir, vers Tripoli, plus loin. Restent ceux qui n'ont pas trouvé les moyens de fuir ou qui ont choisi tout simplement de rester là en attendant. Alors, dans ce cas-là, on s'entasse dans des abris de béton, dans des conditions d'hygiène tout à fait précaires, avec peut-être un espoir, sinon une certitude, que tant qu'on a de quoi boire et manger à sa faim, on peut être sûr de survivre. Ils savent qu'en haut, dans les rues du camp, désert maintenant, seuls circulent les combattants en armes, prêts à tout parce que le cessez-le-feu, déjà rompu plusieurs fois, est toujours très précaire. À Moscou, le ministre soviétique des Affaires étrangères, Andrei Gromyko, a reçu hier soir son homologue syrien, Abdelkadam. Le Syrien et le Soviétique ont insisté sur la nécessité urgente de surmonter les divergences au sein des mouvements palestiniens. Et ils ont une fois de plus, dans un communiqué commun, mis en cause la politique d'Israël et des États-Unis au Proche-Orient. À Jérusalem, le vice-premier ministre israélien a lancé une nouvelle mise en garde à la Syrie contre toute tentative d'affrontement militaire avec Israël. Quant au président libanais Amin Gemayel, il se confirme qu'il se rendra en visite officielle à Damas en début de semaine prochaine. Des bombardements ont eu lieu cet après-midi dans la région de Beyrouth. Une information de dernière minute, à Varsovie, la milice a chargé il y a à peu près une demi-heure quelques 15 000 personnes qui manifestaient dans la vieille ville au cri de solidarité et de Lech Walesa. L'énorme foule venait d'assister en plein cœur de la ville à la cathédrale Saint-Jean à un office religieux célébrant le 65e anniversaire de l'indépendance de la Pologne. Brusque flambée du dollar cet après-midi à New York, de nouvelles rumeurs sur l'état de santé du numéro 1 soviétique Yuri Andropov et même sur sa mort ont donné la fièvre à Wall Street. Les soviétiques eux-mêmes ne seraient pas étrangers à ces mouvements spéculatifs, mais à Moscou, aucun signe ne permet ce soir de confirmer cette rumeur. Si l'Union soviétique empêche tout accord sur la réduction des arsenaux nucléaires, l'Occident mettra sa puissance industrielle au service du réarmement. Cet engagement du président Reagan, qui s'exprimait aujourd'hui sur une chaîne de la télévision japonaise, exprime aussi le souci des États-Unis de voir le Japon s'engager plus avant dans la coopération stratégique occidentale. Le président américain est jusqu'à demain en visite officielle à Tokyo. Gérard Sebag. Visite officielle où se mêlent accueil populaire, folklore, mais aussi problèmes internationaux. Le Japon reste pour les États-Unis le meilleur allié dans le Pacifique, surtout sur les problèmes de défense. Par contre, dans le domaine économique, les États-Unis, noyés par les productions japonaises, souhaitent voir ce pays s'ouvrir plus aux importations étrangères. Un déséquilibre en faveur du Japon qui est le sujet de friction entre les deux pays. Le Premier ministre japonais, M. Nakasone, en période électorale, n'a pris aucun engagement à ce propos. Pourtant, la pilule est de plus en plus difficile à avaler pour les États-Unis. Leur déficit commercial de l'ordre de 20 milliards de dollars est en augmentation constante. Respect des traditions et des institutions, le président Reagan a rendu visite à l'empereur Hirohito, ce qui marque les liens solides entre les deux pays. Dans le domaine de la coopération militaire, c'est devant le Parlement japonais que s'est exprimé le désir des États-Unis de voir Tokyo prendre plus de responsabilités. Le Premier ministre, M. Nakasone, et le président Reagan estiment indispensable que le Japon augmente ses capacités militaires. Cet appel du président Reagan sera certainement mieux compris et suivi d'effet après la destruction du Boeing coréen par l'Union soviétique et l'attentat contre les dirigeants de la Corée du Sud en Birmanie. Précisément, le président Reagan se rendra demain en Corée du Sud.
Deux Français, un ingénieur et son épouse, sont depuis 3 semaines tenus en otage en Birmanie. Ils sont aux mains des Karen, une population qui s'insurge contre les régimes birmans et qui exige, en échange de leur libération, que la France mette fin à son aide économique à la Birmanie. Bruno Albin. La forêt de Birmanie, près de la frontière avec la Thaïlande, nous sommes ici au milieu du territoire des Karen, un mouvement sécessionniste, l'Union nationale Karen, une armée que l'on dit forte de 10 000 hommes, un État dans l'État dont le gouvernement autoproclamé contrôlerait 3 millions de personnes. Depuis la création de leur union nationale, les soldats Karen font la guerre au régime de Rangoon, la capitale de la Birmanie. Le nerf de cette guerre, c'est l'argent qu'ils retirent de la vente de l'opium birman du Triangle d'Or. Les Karen revendiquent la création d'un État fédéraliste birman et le droit d'en pouvoir faire sécession. À plusieurs reprises, l'Union nationale Karen a tenté de faire valoir ses arguments en envoyant des émissaires auprès des gouvernements étrangers. Ces Karen sont chrétiens, ils ont une réputation pacifiste, mais aujourd'hui, ils ont recours à d'autres méthodes. Et c'est l'enlèvement de Jacques Bossu, un ingénieur français de 26 ans, séquestré avec son épouse Martine depuis le 18 octobre. Les deux otages, dont un soldat montre ici quelques photographies, seront libérés si le gouvernement français accepte de négocier avec les Karen la fin de l'aide économique de la France à la Birmanie. Paris doit répondre à l'ultimatum avant le 2 décembre. Sinon, affirme le Premier ministre du gouvernement autoproclamé des Karen, Jacques Bossu et sa femme seront jugés pour collaboration avec l'ennemi du peuple Karen. La peine qu'ils encourent, la peine maximum, c'est-à-dire la mort, ou au minimum 10 à 20 ans de prison. Mais on dit aussi dans l'entourage du Premier ministre qu'il s'agit d'un ultimatum souple et que les Karen pourraient se contenter d'un geste symbolique de la France à leur égard. Dans le message qu'il a adressé lui-même au gouvernement français pour lui demander de négocier, Jacques Bossu et sa femme se disent plus inquiets. Une autre affaire d'otage crapuleuse, celle-là selon toute apparence aux Pays-Bas. 36 heures après le rapt du président des brasseries Heineken et de son chauffeur, la police et la direction de la firme se taisent. Ils obéissent ainsi aux injonctions des ravisseurs qui, selon un journal néerlandais, exigeraient une rançon de 67 millions de francs. Les tractations secrètes se poursuivent, mais les ravisseurs pourraient avoir quitté les Pays-Bas. L'Europe est en crise et de réunion en réunion, les ministres de la communauté européenne ne parviennent pas à harmoniser leurs positions, et ce à moins d'un mois du prochain sommet des chefs d'État et de gouvernement à Athènes. Philippe Sassier. Effectivement, à 3 semaines de ce sommet européen des chefs d'État et de gouvernement, on piétine toujours, semble-t-il. C'est la 6e fois depuis le mois de juin que Claude Cheysson rencontre les autres ministres des Affaires étrangères européens, tandis que Jacques Delors et Michel Rocard discutent avec ceux des finances et de l'agriculture. Ensemble, ils recherchent un compromis sur les finances d'une Europe au bord de la faillite, ce qui signifie notamment une révision en profondeur de la politique agricole commune. Pour l'instant, le Conseil n'est pas terminé, mais il n'y a pas eu d'accord sur 3 points très importants. Sur les importations de céréales qui nourrissent à bas prix les vaches hollandaises de ces fameuses usines à lait, sur le démantèlement des montants compensatoires et sur l'aide éventuelle que l'on devrait apporter aux producteurs de lait dans certaines régions. Alors, on peut se poser une question. La France est-elle prête à accepter un plafonnement de la production laitière s'il y avait un accord sur ces 3 points ? J'ai pu joindre certains des observateurs à Athènes, ils ont pu comprendre que Michel Rocard pourrait accepter ce plafonnement. En revanche, en téléphonant au cabinet du ministre de l'Agriculture, on dit qu'il n'est pas question d'accepter des quotas. En simplifiant à l'extrême, on peut dire que le problème qui est posé à l'agriculture, dont la production augmente, vous le savez, beaucoup plus vite que la consommation de ces produits, est le suivant. Ou bien on diminue cette production, ou bien on baisse les prix. Les Anglais, vous le savez, s'opposent à toute augmentation des aides des États à cette agriculture. Et même si aujourd'hui, semble-t-il, d'après les dernières dépêches, des petits pas ont été faits sur le budget européen d'une façon générale, sur la contribution britannique, eh bien, il y a un blocage très net sur les problèmes agricoles, et c'est eux qui expliquent que Jacques Delors et Michel Rocard ne parlent pas tout à fait le même langage. En effet, hier, le ministre de l'Agriculture disait « la mayonnaise ne prend pas », aujourd'hui, le ministre des Finances disait « elle prend », et le sommet d'Athènes, dans 3 semaines, ne pourra se terminer que par un compromis. On verra dans ces 3 semaines qui, de l'optimiste ou du pessimiste, aura eu raison. Et d'ici là, encore une réunion des différents ministres des Affaires étrangères, des Finances et de l'Agriculture. Absolument, les réunions se poursuivent.
À l'Assemblée nationale, la nuit dernière, les députés qui continuent de digérer les différents volets du budget 84 ont voté le budget du logement. Le logement reste un problème difficile pour beaucoup de gens qui en cherchent, surtout dans les grandes villes. Jérôme Bonny s'est penché sur une pratique bien particulière et qui est en pleine inflation, celle des reprises exigées à la location. Dans les petites annonces des journaux, vous avez sans doute constaté qu'il en va de la location immobilière comme de l'emploi. Les colonnes des demandes ont tendance à devenir aussi longues que celles des offres. Le résultat, c'est que les propriétaires ou les locataires cédant un appartement peuvent se permettre de demander des sommes d'argent de plus en plus importantes aux nouveaux locataires sous forme de reprise. Alors, munis d'un appareil photo pour faire quelques clichés et de 2 micros cachés, on ne sait jamais, nous avons visité certains de ces appartements alloués avec reprise dans la région parisienne. La compagnie d'assurance qui est propriétaire d'ici m'a demandé de faire, étant donné que je laisse mon mobilier, c'est de proposer des gens qui acceptent de payer une reprise et de reprendre mon mobilier. J'en ai 8 qui maintenant c'est plus 75 000 francs, bon alors je vous donne 80 000. Et vous avez des justificatifs pour la reprise? Parce que normalement, il paraît qu'il faut des justificatifs. Des factures? Ouais. Je sais pas ce que j'ai fait de mes factures, je sais que jusqu'à présent on ne les a pas demandées. La loi Quillot sanctionne toute reprise non justifiée, qu'elle soit le fait du propriétaire ou du locataire quittant les lieux. Mais cette réglementation n'a pas empêché les reprises de se multiplier dans les grandes villes françaises et surtout à Paris. Justifiées ou non, elles sont le plus souvent payables en liquide, et cela, quelle que soit la somme. Je vous dis tout de suite, si vous voulez, bon, il y a un problème, c'est qu'il y a une reprise, comme vous l'avez vu sur l'annonce. Oui. Et cette reprise s'élève à 10 unités, c'est-à-dire 10 millions anciens. 10 millions de centimes. Oui, uniquement. Mais il faut vous payer comment? En liquide, de toute façon. Nous heurtons toujours à un problème de preuve. Il est évident que prouver la reprise frauduleuse, il faut d'abord prouver le versement d'argent, et très souvent, ce versement a lieu en espèces, donc une certaine difficulté. Et s'il s'agit d'un locataire qui, pour entrer dans les lieux, a dû verser cette somme d'argent, il faut effectivement démontrer, mais là c'est en général un petit peu plus facile, il faut démontrer le caractère injustifié. Le loyer est de 9 000 francs. 9 200, oui. Et la reprise, est de 320 000. C'est-à-dire 32 millions, 32 millions. De centimes. 32 millions. Alors, et vous prenez une commission sur là, comment ça se passe? Ah non, je prends une commission sur le... Oui, enfin, je m'arrange avec le locataire sur la reprise, mais je prends une commission d'agence simplement sur le monsieur qui loue l'appartement. Mais la reprise, elle peut être payée sous quelle forme? Oh, il faudrait mieux qu'elle soit payée en liquide, de toute façon, en francs français. Responsable de ces pratiques illicites, le contexte de pénurie immobilière qui dure depuis une dizaine d'années. Et puis certaines associations reprochent aussi à la loi Quillot d'avoir, somme toute, fait beaucoup plus pour les locataires installés que pour ceux qui cherchent un logement. S'ajoutant aux dessous de table et commissions d'agence, ces reprises font qu'il est de plus en plus difficile de franchir un pas de porte sans un pont d'or. Peu de perturbations pour les automobilistes aujourd'hui. Le mouvement de protestation des pompistes n'a pas vraiment grippé la distribution de carburant, sauf dans le territoire de Belfort, la région du Havre et dans le département de l'Aude, où le préfet a réquisitionné des stations-service et mis en circulation des bons d'essence. 15 reprises, une victoire au point, un superbe combat et surtout un grand spectacle à l'américaine. La nuit dernière, à Las Vegas, Marvin Hagler, l'américain, a conservé son titre de champion du monde de boxe dans la catégorie des poids moyens, malgré l'acharnement du Panaméen Roberto Duran. Vous pourrez suivre le déroulement complet du combat demain après-midi sur Antenne 2, dans les Jeux du Stade. Pour vous mettre en appétit, un résumé signé Roger Zabel. Aux États-Unis, plus que partout ailleurs, le sport est un spectacle et quand ce spectacle met en scène deux monstres de la boxe, l'Amérique vibre d'autant que personne ne sait à l'avance quelle sera l'issue de cette dramatique en 15 actes. Les acteurs.
Roberto Duran, le Panaméen sûr de lui, né dans la misère, il vit maintenant dans le luxe, boxeur professionnel depuis qu'il a 15 ans, triple champion du monde dans 3 catégories différentes, un palmarès de 76 victoires, dont 57 avant la limite. Marvin Hagler, l'Américain, il met pour la 8e fois son titre de champion du monde des poids moyens en jeu. Ses 7 derniers challengers sont tombés KO. Marvelous Marvin n'a connu la défaite que 2 fois. Pas de bande magnétique pour les hymnes. La gloire de Panama et des États-Unis sont chantées a cappella par Orlando Ruiz, vedette panaméenne de la chanson, et Suzanne Anton pour les États-Unis. En boxe, la musique, quelle qu'elle soit, n'adoucit pas les mœurs. Avant le premier coup de gong, le regard de tueur de Roberto Duran. Marvin Hagler, impassible. Let's go, le combat maintenant. Équilibré jusqu'à la 6e reprise, c'est là, sur cette gauche, que Marvin Hagler commence à prendre le dessus. Hagler, en crochet court, des 2 mains. Duran répond, mais Duran encaisse. Duran, l'homme aux mains de pierre, comme on le surnomme, est également le boxeur au visage de pierre. Car surprise, si Roberto Duran n'est absolument pas marqué, à la 12e reprise, c'est Hagler qui doit se faire soigner. Son arcade gauche est ouverte. Roberto Duran touche moins souvent que son adversaire, mais lorsqu'il touche, il fait mal et sa droite est passée. Le Marvelous est blessé, alors il va se fâcher. C'est la 15e et dernière reprise. Hagler bénéficie de 2 points d'avance et s'il veut les conserver, il faut qu'il gagne ce round à tout prix. Les 2 boxeurs devraient tomber d'épuisement tant le rythme de ce combat a été élevé. Pourtant, l'intensité ne baisse pas jusqu'au dernier coup de gong. Hagler va conserver son avantage. Et les dernières gentillesses qu'adresse Roberto Duran à Marvin Hagler n'y changeront rien. De Marvelous reste le merveilleux. Football, Michel Hidalgo a donné cet après-midi la composition de l'équipe de France qui affrontera la Yougoslavie demain après-midi à Zagreb. Une nouveauté, la présence du monégasque Daniel Bravo au milieu de terrain à la place de Jean-Marc Ferreri, blessé. Le match sera retransmis demain sur Antenne 2 à partir de 16h dans les Jeux du Stade. Les résultats du quartet, aujourd'hui à Saint-Cloud, 2 combinaisons gagnantes, le 14, le 11, le 18 et le 13, ou bien le 11, le 4, le 18 et le 13, ce qui vous rapporte pour 5 francs placés dans l'ordre 32 616 francs, dans un ordre différent 5 377 francs 50. Maintenant, parlons du temps de demain, Brigitte Simonetta. Oui, et si ça continue, nous allons perdre toute notion du temps. Car je vous le rappelle, normalement, l'automne est caractérisé par une succession très rapide de perturbations qui traversent généralement le pays d'ouest en est. Or, depuis près d'un mois maintenant, nous assistons à une extrême stabilité des masses d'air. Bref, nous vivons un automne monotone, même s'il est très agréable. Alors, je vous propose de regarder la photo satellite. L'anticyclone est centré sur la Scandinavie. Il va nous ramener des vents du secteur est beaucoup plus froid. Le thermomètre va baisser. Cet anticyclone protège la totalité du territoire français en faiblissant toutefois au sud et au sud-ouest. Résultat, les perturbations qui viennent de l'Atlantique profitent de cette faiblesse pour s'infiltrer. Mais comme nous sommes encore dans un champ de haute pression, leur effet est considérablement atténué. Tout cela nous donne sur la carte de demain comme tendance un phénomène le matin que vous connaissez bien, ce sont les brouillards qui toucheront tout le pays. Ces brouillards persisteront toute la journée à l'est, des Ardennes à l'Alsace. L'après-midi, partout ailleurs, ce sera plutôt du beau temps, avec des passages nuageux un peu plus abondants sur la Normandie, les Pyrénées, le Roussillon et la Corse. Et en fin d'après-midi,
des brumes qui se reformeront du nord au centre et jusqu'au massif central. J'insiste vraiment sur ces brouillards matinaux et ces brumes de fin de soirée, surtout pour les routiers et les automobilistes. Le baromètre reste stable et le thermomètre, lui, baisse, comme je vous le disais. Demain matin, il gèlera jusqu'à moins 3 degrés à l'est, jusqu'à moins 2 du nord au bassin parisien et à la Bourgogne-Franche-Comté. L'après-midi, nous irons de 4-5 degrés, ça n'est pas beaucoup à l'est, jusqu'à 17 degrés sur la Corse, le littoral méditerranéen et le Pays Basque. Partout ailleurs, une moyenne de 13 degrés. Demain, samedi 12 novembre, le soleil se lèvera à 7h55, se couchera à 17h13, nous fêterons les chrétiens. Et tout à l'heure à 22h50, notre dernier journal vous sera présenté par Claude Chérillon. Demain 12h45, antenne de midi avec Noël Mamère. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 20h. Très bonne soirée.